Je tenais tout d'abord à excuser Monsieur le maire, il va arriver, il sera parmi nous. Merci aux jeunes entreprises nées de la recherche, des meilleurs laboratoires universitaires, au service de la qualité de nos productions agricoles. Je suis ravie de vous mettre à disposition le centre culturel. Je cède la parole à Madame la Présidente de la communauté de communes du Malesherbois. Donc je suis en charge de vous présenter un petit peu la communauté de communes du Malesherbois qui peut paraître un peu excentrée lorsqu'on regarde une carte de la région centre, mais vous le voyez quand on regarde la carte du Grand Gâtinais, c'est tout à fait central. La communauté de communes du Malesherbois comprend 7 communes, dont Malesherbes, 8200 habitants, un peu plus de 240 entreprises enregistrées dans le Malesherbois, un territoire donc dynamique avec plus de 4000 emplois, une population qui ne cesse d'augmenter depuis une vingtaine d'années, 5 zones industrielles dans le Malesherbois, 4 à Malesherbes et une à Manchecourt. À Manchecourt, l'entreprise Maury, donc avec plus de 600 personnes. Les productions sont les céréales, les betteraves, un petit peu de colza, de tournesol, de maïs, et également la betterave, qui tient une grande place dans le Nord-Loiret, et bien sûr aussi des pommes de terre et des oignons. Juste un petit jeu, est-ce que vous saviez, un hectare de blé, c'était 25 000 baguettes. Un hectare d'orge, c'est 140 000 verres de bière. Une table ronde avec Sybelle-Tech sur l'agriculture de précision et d'autres intervenants. Questions-réponses. Nous parlerons aussi des variétés semences. D'abord, pour ceux qui ne nous connaissent pas, je fais un rapide rappel de ce que nous sommes. Nous sommes une association de bénévoles qui s'est créée spontanément en 2005, au moment où on parlait de pôle de compétitivité. L'économie créatrice de richesse d'un territoire. Les brillants économistes résument ceci en disant c'est un emploi de l'économie productive, créatrice de richesses exportables, tel que ce dont on va parler cet après-midi dans le domaine des productions végétales ou bien de l'industrie, qui génère 3 à 6 emplois de l'économie résidentielle. L'ensemble des communautés de communes qui a été fait sous la présidence de Mme Bévière, Nemours-Gâtinais et Fontainebleau au centre. J'aurais proposé des économies à son ministre de l'Intérieur. La sous-préfecture de Provins, la sous-préfecture de Fontainebleau, la sous-préfecture de Sens, la sous-préfecture de Montargis, la sous-préfecture de Pithiviers, la sous-préfecture d'Étampes. On peut concentrer tout ça dans une sous-préfecture à Nemours, ça fera de sacrés économies. Je salue Monsieur le sénateur Guest, Jean-Jacques, qui vient de nous rejoindre et qui est président de la communauté de communes Gâtinais-Val-du-Roi. Vous me pardonnerez si je ne cite pas tout, mais Monsieur de Raffaellis, qui est là, est fidèle de nos réunions. Monsieur Bruno Jacquemin pour la Chambre de commerce et Monsieur Humbert sont très fidèles de nos réunions. Jean-Jacques Poussenbeau, président du Parc naturel du Gâtinais français, nous a fait savoir cet après-midi qu'il venait. Je vais passer le relais maintenant à Georges Cadet. Le journal Les Échos avait titré ce qui est un petit peu notre fil conducteur, c'est « Quand la high-tech entre en campagne ». Donc le titre résume bien ce qui va être fait. Je vais demander donc à monsieur Marie-Joseph Lambert donc, de nous présenter la société Sybelle-Tech. 10 ans de travaux de recherche à l'École centrale de Paris. Avant toute chose, je voudrais parler de notre président, Christian Saguet, qui est un des pères de la modélisation en France et dont les élèves sont par exemple directeurs du département d'application militaire ou d'autres centres de recherche en France, et qui a été le président fondateur de TerraTech, qui est la première puissance de calcul européenne, la 4e puissance de calcul mondiale derrière des Américains et des Chinois, et qui est basée à quelques kilomètres d'ici, à côté d'Arpajon. La population mondiale va augmenter fortement. Et donc, qu'on soit d'accord ou pas avec les chiffres, la tendance est là. On peut dire que dans les 30-40 ans qui viennent,
il faudra augmenter de 30% les capacités de production du monde agricole. L'agriculture aujourd'hui, c'est 70% de la consommation de l'eau douce dans le monde. Et le grand challenge, c'est comment produire plus en consommant moins d'eau. L'agriculture, malheureusement, est l'un des premiers pourvoyeurs de gaz à effet de serre. Et ça varie de 17 à 30% à peu près en fonction des régions dans le monde. Et là aussi, il y aura un challenge à relever. Quand on est agriculteur, tous les métiers qu'on doit savoir faire pour être excellent dans son métier et par rapport à son environnement et par rapport à sa compétitivité. Il va falloir aider à la fois le technicien et l'agriculteur à accroître la performance de chacun de ces métiers. Donc l'idée, c'est de montrer un petit peu des marges d'erreur qu'il va falloir corriger rapidement. L'idée, elle est partie d'un des plus grands botanistes en France qui s'appelle Philippe de Réfy et qui avait travaillé toute sa vie en France et à l'international sur l'observation des plantes. Qu'est-ce que, dans le dispositif un peu qu'on essaye de mettre en place, quel est l'apport qu'il peut y avoir des business angels? Je voudrais tout d'abord souligner que rencontrer des projets comme Cybeltech, c'est tout à fait extraordinaire, c'est passionnant. La recherche et développement française est la troisième du monde et capable de sortir avec des tas de projets dans tous les domaines qui sont remarquables. Le problème, c'est que de temps en temps, il faut un peu d'argent. Et que ça, c'est pas toujours facile à trouver. La coopérative d'agro-Pitiguier, M. Michel Barthelot, qui est à mes côtés, et qui va pouvoir commencer par nous évoquer deux projets. Nous sommes face à des demandes émanant souvent du consommateur, du moins on les lui attribue. Donc c'est une demande de qualité, et c'est une demande sanitaire, c'est-à-dire des produits les plus sains possibles. C'est aussi une demande environnementale ou, de manière un peu plus générale, une demande sociétale. Quand on veut de la qualité, c'est-à-dire soit qu'elle soit organoleptique, soit qu'elle soit technologique, très souvent, c'est fortement demandeur d'intrants, c'est-à-dire d'apports, de fertilisants, de produits phytosanitaires, d'un certain nombre d'interventions qui vont à l'encontre, si ce n'est pas géré, si ce n'est pas réfléchi, qui vont à l'encontre de la demande sociétale qui veut qu'on fasse de plus en plus propre, que l'on produise avec le minimum d'empreinte environnementale. Et il y a une troisième demande qui est la demande sanitaire, et plus on va vers une demande de produits sains, plus on prend des risques, soit avec cette qualité sanitaire, parce que un certain nombre de parasites, un certain nombre de champignons sont porteurs de mycotoxines ou de matières toxiques de manière générale, et il faut faire très très attention de ne pas laisser gagner soit les parcelles avec ces matières toxiques comme l'ergot par exemple, qui est une maladie qui se développe sur le blé, qui en fait produit des produits hallucinogènes qui peuvent entraîner la mort en de très très faibles proportions, soit comme les mycotoxines dont vous avez certainement déjà entendu parler. Nous sommes sur du vivant et que nous travaillons toujours du vivant. La présentation de Marie-Joseph Lambert sur la modélisation a, à mon sens, été exemplaire, mais c'est du travail de laboratoire sur la modélisation. Il nous revient à nous, à notre toute petite échelle, d'être les metteurs en musique sur le terrain. Nous sommes là pour vérifier leur adéquation aux pratiques et au terrain de nos agriculteurs. Avec les productions végétales, nous mobilisons de l'eau. Pour donner un exemple très simple, pour produire 1 tonne de blé, sauf erreur de ma part, et je pense que les spécialistes me corrigeront parce que je ne suis pas un spécialiste technique, il faut 10 000 litres d'eau. Par contre, 1 tonne de blé n'exporte réellement que 150 kg d'eau. Nous sommes même dans un des secteurs en France les plus en avance dans les pratiques agricoles. Quel est votre rapport à cette high-tech de l'agriculture que j'évoquais tout à l'heure? D'accord. Bonsoir à tous. Les filières concernées sont les céréales, les fourrages, les protéagineux, le lin, les pommes de terre et tout récemment le tabac. Le champ d'activité va, on va dire, de la semence jusqu'à la première transformation. Donc on fait le lien, on essaye de faire le lien entre le labo, donc l'INRA ou Centrale, et puis les agriculteurs ou leurs filières, notamment les coopératives. Donc il faut vraiment voir en fait de la R&D, et on tient ce terme de R&D, c'est-à-dire recherche et développement, c'est-à-dire qu'on prend les bonnes ou les meilleures idées, ou ce
qu'on juge comme les meilleures idées dans les laboratoires, et on les amène jusqu'à des applications concrètes par les agriculteurs, les techniciens, les coopératives, les négoces, enfin les filières qui sont mobilisées au sein de l'agriculture. FarmStar, ça permet de piloter notamment la fertilisation azotée à partir d'images satellites ou d'images prises d'avion, l'images aérienne. Et on va jusqu'à avoir des images qui ont des pixels assez fins qui permettent de cartographier la parcelle et de dire à cet endroit il faudra apporter un peu plus d'azote, à cet endroit il faudra en apporter un peu moins. Donc on fournit à l'agriculteur cette carte et lui avec cette carte il la rentre dans son ordinateur embarqué sur son tracteur qui est relié à son dépendeur d'azote et qui permet de moduler la dose d'azote apportée. Donc là, c'est bien des applications concrètes de l'agriculture de précision, et notamment tout ce qui est GPS. Pour ce qui concerne l'agriculture de précision, c'est un domaine qui a énormément évolué ces dernières années. Il y a eu déjà 2 révolutions jusqu'à présent. La première, c'était celle du guidage, qui fait appel au GPS. Mais aujourd'hui, il faut savoir qu'on n'utilise pas uniquement la constellation GPS. On travaille aussi avec la constellation russe GLONASS pour avoir un maximum de satellites, quel que soit l'endroit où on est sur le globe, ce qui va permettre de pérenniser en fait la localisation d'un équipement sur une parcelle. Ensuite, des corrections qui vont permettre de démarrer autour de 30 cm de précision. Et quand on parle de précision pour un matériel, c'est à 95% repasser exactement dans les traces du tracteur. On va pouvoir, avec du RTK, descendre jusqu'à 2 cm. L'ISOBUSCAN, c'est une norme internationale qui permet, quel que soit le constructeur, d'avoir le même type de langage et qui va permettre, avec une seule console, de pouvoir venir piloter un outil et d'envoyer une information à un outil en fonction de sa localisation sur une parcelle. Vos machines, vos systèmes informatiques et tout sont fabriqués du Nord, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, en Chine, en Inde, en Europe de l'Ouest bien sûr, Orléans pour les moteurs bien sûr, tout à fait, j'entends dans la salle, et donc pour tous les outils c'est pareil, on a des usines partout dans le monde, par exemple les pulvérisateurs John Deere sont fabriqués aux Pays-Bas. Et pour la partie GPS pure, pour la partie donc, récepteur et console, c'est fabriqué aux États-Unis. On va déshumaniser l'agriculture, ou alors on ferait vraiment fausse route. On est bien sur des outils qui sont autant d'outils de la décision, d'informatique embarquée, d'agriculture de précision, qui vont permettre d'améliorer à la fois, bien sûr, la performance intrinsèque, qui peuvent vraiment améliorer l'ergonomie au travail. Parce que ça aussi, ça compte. Si demain, on veut avoir la volonté, et j'espère qu'on l'a encore, d'attractivité, surtout d'attirer des jeunes dans le métier, c'est pas forcément avec une binette entre les mains, dans des modes d'expression, mais il faut aussi qu'on ait ça en tête. Et du coup, on voit bien que toutes ces technologies aujourd'hui, elles ont un double avantage. D'abord, sans doute nous permettre de regagner les points de compétitivité qui nous manquent aujourd'hui, parce qu'on a besoin de ça. Et c'est vrai aussi bien offensivement que défensivement. Ce que je veux dire, c'est que c'est à la fois dans la réduction des doses que dans l'amélioration des pratiques, mais ça vise aussi quand même à redonner finalement à travers l'activité de production et tout ce qu'il y a derrière, sans doute une nouvelle approche qui va combiner de mieux en mieux, ce que d'ailleurs notre propre ministre de l'Agriculture en ce moment, qui s'exprime beaucoup à travers son projet de loi d'avenir, nous dit, c'est-à-dire la double performance économique et écologique. Donc voilà, c'est ça les sujets. Pour autant, enfin, on travaille avec du vivant, vous l'avez rappelé, on travaille avec un climat, on travaille avec un certain nombre de risques. N'importe quelle technologie n'enlèvera pas tout ça, n'évitera pas tout ça. Donc on reste quand même avant tout sur des activités humaines en tant que telles, où le choix, la décision de l'agriculteur, donc de l'homme, restera quand même fondamental. Il ne faut pas inverser les facteurs. Alors tout ce qui peut favoriser et l'aider dans sa décision, oui, on ne remplacera pas l'homme comme ça, heureusement d'ailleurs. Aujourd'hui, la chimie, la science de l'homme permet pratiquement de corriger tout ce qui peut être demandé dans les produits alimentaires. La demande de la société, la demande sociétale, c'est d'avoir des produits les plus propres possibles. Il y a un mauvais terme anglais
un franglais qui s'appelle Cleanable, c'est-à-dire ça arrive de l'Europe du Nord, ça descend, c'est-à-dire des produits sans aucune adjonction. D'allonger la durée de conservation dans les productions industrielles et en même temps diminuer pour des questions diététiques les apports de matières grasses. Ces apports de matières grasses en plus, quand on fait du feuilletage, demandent des blés à forte teneur en protéines qui demandent aussi des fertilisations importantes. Nous produisons sous contrat des orges de brasserie contenant un gène naturel dans ces orges qui permettent de doubler la période de conservation en bouteille sans aucune perte organoleptique. C'est-à-dire qu'on passe d'une durée de conservation de 18 mois à 36 mois dans les bières en bouteille. Et aujourd'hui, sans que vous le sachiez, vous en buvez. On doit évaluer chaque nouvelle variété, donc l'évaluer sur des critères de productivité, sur des critères de résistance à certaines maladies, sur des critères également de plus morphologiques. C'est ce qu'on appelle la post-inscription, et c'est un très très gros travail. Les industriels, disons de l'industrie classique, métallurgique et autres, diraient donc d'avoir de RSE bien convenable, donc de respecter la société en tant que telle. Oui, ben c'est tout à fait, puisque nous sommes dans une démarche d'entreprise en développement durable, hein, puisque nous sommes en cours de certification. Nous avons été approchés par l'INRA de Dijon et l'INRA d'Orléans, pour expérimenter au champ du soja qui permettrait de capter du NOx, qui est quand même, sauf erreur de ma part, avec mes faibles connaissances scientifiques, l'un des gaz qui a le plus grand effet de serre. Donc, ce serait tout simplement de pouvoir développer une production de soja adaptée agronomiquement à notre région pour essayer d'avoir cet effet de capture de gaz à effet de serre. Mais ce qui est très très intéressant, c'est que cette expérimentation est mise en place en même temps qu'une recherche par la laiterie de Saint-Denis-de-l'Hôtel, qui est le premier producteur français, si ce n'est pas une erreur de ma part, le premier producteur français de lait de soja, d'une production locale de soja. Donc là, on est vraiment, comme je vous le disais tout à l'heure, ça sera peut-être la 4e ou la 5e fois que je vous le dirai cet après-midi, du moins en cette fin d'après-midi, nous sommes à l'interface du marché, de la demande de la société et de la production agricole, ce qui est nos rôles de coopérative en fait. Nous ne faisons jamais qu'illustrer ce que d'autres font aussi, nous ne sommes pas les seuls. Mais il est quand même toujours très intéressant de voir que aujourd'hui l'approvisionnement de la laiterie de Saint-Denis-de-l'Hôtel se fait à partir de productions qui sont très éloignées, puisqu'elles sont à peu près 700 km du lieu de transformation, alors qu'aujourd'hui, nous sommes, nous, à 30 km. Monsieur Delin, est-ce qu'il, au président de la FNSEA, aux représentants aussi au Césaire, avec j'ai une multitude dans mon programme de biographie de responsabilités donc, qui vous assumez, quelle synthèse vous pouvez apporter de ces différents exposés? Quelle vision apportez-vous en tant que tel? Bien, écoutez, d'abord, je voudrais vous remercier et saluer l'initiative du président Oulès, vraiment de mettre un tel thème en discussion comme ça. Je dis culotté parce que on vit beaucoup plus sous finalement la critique et le regard assez acéré finalement de nos concitoyens, dès lors que l'on veut parler d'agriculture, de performance agricole, de productivité, de compétitivité, des sujets qui sont un peu difficiles à porter de nos jours, parce qu'il y a probablement parmi nous, entre nous d'ailleurs, et chez chacun d'entre nous, l'image d'une agriculture où on est à la fois peut-être un peu nostalgique d'un certain passé, et c'est assez normal, on a tous dans sa famille un ancêtre qui a été dans l'agriculture, parfois une image un peu bucolique, mais en tout cas il y a une chose qui est sûre, moi je me félicite d'être devant vous ce soir, et je vous en remercie vraiment infiniment, c'est que le mariage agriculture, recherche, innovation n'est pas toujours un mariage facile à exprimer. Donc je crois que tout ce qui peut concourir finalement à s'éclairer mutuellement sur ces sujets est extrêmement de bon augure, et en tout cas il faut profiter d'occasions comme celle-ci, avec des exemples qui sont très éloquents, parce que la première partie de vos discussions sur l'agriculture de précision, sur l'informatique embarquée, sur la numérisation finalement de l'agriculture, on pourrait se dire on est dans la science-fiction. Non, on n'est plus dans la science-fiction.
Je pense même pour ma part, alors je ne sais pas si c'est la troisième, la quatrième, peu importe, mais on est sans doute à l'aube d'une nouvelle révolution dans l'agriculture. C'est une révolution qui va remettre en cause un certain nombre, peut-être de connaissances, en tout cas de regards portés sur l'activité agricole. Si on veut bien partir un tout petit peu en arrière, pas très loin, mais 50 ou 60 ans en arrière, au fond on a connu trois grands cycles. Le premier cycle, sorti de la guerre, la commande publique, c'était d'abord de produire. Parce qu'on a demandé aux paysans, produisez. Produisez, restructurez-vous. Là où il y avait 3 générations sur la même exploitation, favorisons le départ des anciens et dans le même temps favorisons l'accueil des jeunes. En tout cas, ça a été toute la politique d'installation. Ensuite, on a eu un deuxième cycle où on s'est aperçu que finalement l'agriculture, elle pouvait produire pour nous-mêmes, c'est-à-dire pour nos besoins européens, une Europe à 6, puis à 9, puis à 15, mais elle pouvait peut-être aussi être source finalement d'exportation, et la France, de ce point de vue-là, a été sans doute un des modèles en Europe, puisque je rappelle que même si la situation est un peu plus compliquée aujourd'hui, ça reste un des premiers postes d'exportation en France, agriculture agroalimentaire, les deux cumulés, près de 12 milliards d'euros en 2013 à nouveau, et en particulier, c'est ça qu'il faut bien retenir, j'aime bien rappeler ce chiffre-là, non pas pour un excès d'orgueil, mais parce qu'il faut aussi avoir les bons repères. C'est pas moi qui le dis d'ailleurs, c'est Louis Gallois. Quand on exporte un Airbus sorti des usines de Toulouse, en réalité, on exporte en valeur nette entre 15 et 20% de la valeur de l'Airbus. Tout le reste, ce sont des composants importés. Quand on exporte un produit agricole ou agroalimentaire de France, c'est 80% de valeur nette exportée. Les 20% restants, c'est avant tout l'énergie, c'est un peu d'agroéquipement, de mécanisation notamment, qui est importé en France. Tout le reste, finalement, c'est la valeur nette créée. Et donc, ça montre le poids quand même de ce secteur. Ensuite, on a eu un troisième moment. Ça a été le moment un peu difficile, notamment pour la France et l'Europe. Alors, on a tous en tête les montagnes de lait, on a tous en tête les excédents de céréales, etc. C'est une époque un peu difficile. C'est à la fin des années 80, en gros, où, par des politiques successives, on a créé un certain nombre de stocks à l'intérieur de l'Union européenne. Et finalement, on a un peu accusé les paysans, à la fois de trop produire, ou de produire un peu en dehors du marché, finalement, ce que rappelait très justement Michel Barthelot à l'instant. Et c'est comme ça qu'est arrivé, notamment dans les années 90, d'abord une première réforme très importante, qui a remis finalement l'agriculture européenne dans le concert mondial, avec une baisse des prix drastique, pour se remettre à niveau des prix mondiaux, mais surtout qui a obligé les paysans à mettre en jachère jusqu'à 17% de leurs terres agricoles. On a un peu oublié ça aujourd'hui. On a eu cette phase-là également à gérer. Puis la quatrième phase, c'est celle qu'on vit en direct. Alors c'est une phase qui est à la fois intéressante, parce que quand on l'observe d'un point de vue mondial, on a une demande mondiale aujourd'hui, une demande alimentaire, qui croît à peu près de 2 à 3% depuis 12-15 ans, et ceci en continu. Plus ou moins parce qu'on a eu les printemps arabes, on a parfois quelques difficultés, mais en gros, retenez que la croissance de la demande, c'est 2 à 3% par an. Donc on se dit, super, après tout, il y a tellement de secteurs aujourd'hui où on n'y voit pas très clair. Nous, on est au moins dans un secteur où on ne devrait pas se poser de questions. Il y a de la demande et profitons de cet appel d'air mondial. Oui, sauf que dans le même temps, en France, on est plutôt sur un retrait de l'ordre de moins 0,5 à moins 1%. Alors je ne veux pas rentrer, je ne suis pas là pour faire un discours syndical ou professionnel, mais sachez simplement que cette situation n'est pas tenable aujourd'hui, n'est plus tenable, et il faut donc y répondre. Alors pourquoi elle n'est plus tenable? D'abord parce que ça montre que, globalement, notre économie aujourd'hui, et singulièrement notre économie agricole, connaît des difficultés. On a aujourd'hui des handicaps de compétitivité dans quelques domaines, en particulier sur tout ce qui est normes, sur tout ce qui est simplification administrative, où on en a beaucoup rajouté dans notre pays par rapport à nos voisins. Et le fait nouveau quand même aujourd'hui, c'est que nos concurrents ne sont plus transatlantiques, ou ils ne sont plus à l'autre bout du monde, en Océanie par exemple, sur les produits laitiers. Non, ils sont à nos portes. Ils sont allemands, ils sont espagnols, ils sont néerlandais, ils sont maintenant dans les nouveaux entrants de l'Union européenne. Donc c'est plutôt une situation européenne que nous vivons, plutôt à notre dépens. Donc il faut réagir par rapport à ça. Mais le deuxième phénomène, et c'est celui-là qui nous intéresse ce soir, c'est qu'on voit bien que si nous voulons répondre de manière efficace et de manière au fond lisible et acceptée par nos concitoyens, notamment sur cet enjeu qui est très important, qui est celui d'à la fois de restaurer de la compétitivité, et donc plutôt une démarche économique, micro- et macroéconomique, mais combinée avec évidemment une dimension sociale, et Dieu sait si la question de l'emploi dans notre pays est très importante,
une dimension territoriale. On sait bien que dans beaucoup de nos territoires, et je n'aurais pas la prétention de dire que c'est le cas dans le Gâtinais, mais dans beaucoup de nos territoires ruraux quand même, c'est quand on enlève la production agricole, on enlève aussi, par ailleurs, toutes les activités directement connectées, mais surtout toutes les activités qui viennent se graviter autour. Et du coup, on a une espèce d'écosystème qui est remis en cause, sur lequel on doit porter une attention extrêmement importante. En disant cela, quatrième dimension de notre puzzle, c'est évidemment la dimension écologique et le rapport agriculture-environnement. Ou plus exactement, ce que je rappelais tout à l'heure, cette double performance, cette double exigence économique et écologique. Or, pour faire ça, vous savez, il faut être un peu binaire, à mon avis. Il y a deux façons de faire. Il y a celle dont rêvent un certain nombre de nos concitoyens. En gros, c'est le retour en arrière. C'est le small is beautiful, c'est l'agriculture de proximité, exclusivement l'agriculture de proximité. Je dis d'ailleurs qu'il faut cesser dans ce pays d'opposer systématiquement, parce qu'on aime bien, on est sans doute un peu gaulois de ce côté-là, et probablement comme on est nous un peu complices aussi, mais on aime bien opposer le céréalier et l'éleveur, l'agriculture biologique à l'agriculture conventionnelle, le marché de proximité à la filière longue, le marché export par rapport au marché intérieur. Enfin, tout ça n'a aucun sens. Ce qui fait sens, c'est quoi? C'est au regard de ce qu'est la demande aujourd'hui. Alors on peut dire le marché c'est un peu la chose, je dirais la demande, qu'elle soit de proximité, qu'elle soit nationale, qu'elle soit européenne ou internationale, il y a une demande qui s'exprime. Traduisons-la par une agriculture qui réponde à cette demande. Et aujourd'hui, vous avez des agricultures qui sont multiples, qui sont diverses en tout cas, parce qu'elles répondent justement à une demande qui elle-même est diverse. Et là aussi, n'opposons pas les signes de qualité au conventionnel, parce que ce serait une erreur grave, mais en revanche, mettons-nous en situation et en condition de faire en sorte que, y compris, et surtout peut-être à l'agriculture conventionnelle, nous sachions répondre de manière utile, efficace, économe aussi, à cette double exigence économie-écologie. Alors pour faire ça, il n'y a pas, de notre point de vue en tout cas, c'est pas le retour en arrière, c'est au contraire, définitivement, mettre le pied dans la modernité. Et dans la modernité, on voit bien aujourd'hui qu'un certain nombre de solutions technologiques qui sont offertes, alors certaines existent, d'autres sont en construction, mais qui sont offertes à la fois aux agriculteurs, mais je dirais plus globalement à la filière agricole, à la chaîne alimentaire globalement, sont des solutions qui vont nous permettre de répondre à cette double exigence. Je vais prendre quelques exemples, alors ils ont été rappelés en début de séance, mais je vais peut-être en prendre 2 ou 3 autres pour un peu étayer mon propos. Bon, d'abord, sur les biotechnologies. Alors, là aussi, je trouve qu'on a un débat archaïque dans notre pays. La question, c'est pas d'être pour ou contre les OGM. Parce que quand on pose cette question de cette manière-là, de fait, on connaît la réponse. La vraie question aujourd'hui qu'on doit se poser, c'est quoi? C'est en quoi les biotechnologies appliquées au monde végétal ou animal peuvent apporter un certain nombre d'avantages, d'améliorations, de coûts compétitifs, mais pas seulement. Comment elles peuvent aussi répondre à une meilleure efficience, une meilleure efficacité, par exemple, de l'utilisation de l'eau, de l'utilisation des intrants, que ce soit des fertilisants ou des produits de lutte phytosanitaire, enfin, tout ce qui peut concourir finalement à améliorer aussi bien la plante que l'animal. De ce point de vue-là, quand je dis que nous sommes archaïques, c'est parce qu'on accepte ces biotechnologies aujourd'hui, notamment pour la santé. Dieu sait si dans le domaine de la santé le champ est infini, on le refuse pour l'activité agricole ou pour l'activité, pour la filière alimentaire en tant que telle. Il faut se poser les bonnes questions là-dessus. La première génération des OGM, non. Maintenant, on sait faire aussi des choses qui sont certainement beaucoup plus intéressantes et sur lesquelles on doit en tout cas, au minimum, maintenir un niveau de recherche suffisant dans notre pays. Deuxième exemple, et en disant ça, je reprends ce que disait tout à l'heure M. Berthelot, c'est fondamental, les équipes françaises ne sont pas en retard. Avec l'INRA, avec les grands instituts techniques par filière, avec les fonds professionnels, avec l'IGRA, Sophie Protel, etc., on a bâti quand même un dispositif qui s'appelle Génoplante en France, qui fonctionne depuis une quinzaine d'années, et qui nous a permis notamment de décrypter le gène d'un certain nombre de plantes, qui nous permet non pas d'avoir accès à la transgénèse en tant que telle aujourd'hui, mais d'aller beaucoup plus vite, enfin en tout cas d'aller beaucoup plus finement dans la sélection variétale pour répondre à l'enjeu que décrivait tout à l'heure Michel Berthelot, qui est fondamental. Si nous voulons adapter demain un certain nombre de plantes à des exigences qui soient des taux de protéines, qui soient l'utilisation pour telle ou telle fabrication ou telle industrialisation du produit, oui, il faut faire évidemment, il
faut apporter des améliorations aux plantes. Donc, de ce point de vue-là, les biotechnologies nous sont très utiles. Un deuxième exemple qui est très intéressant, et là, ça rejoint à la fois le dernier sujet sur le soja, mais regardez sous un autre angle. Imaginons que demain, on ait des blés, on ait des graminées, qui servent des raies gras, par exemple, pour les éleveurs, qui puissent capter l'azote de l'air et finalement en faire un aliment nutritif pour la flore. Ben, c'est une révolution absolument fantastique. Faut-il se priver d'une telle technologie? Je ne le pense pas. Il faut au contraire essayer de travailler dans ce domaine-là. Autrement dit, ce qu'un soja, ce qu'un pois protéagineux sait faire, une luzerne sait faire, on est dans une région où il y a beaucoup de luzerne, est-ce que demain une graminée peut faire la même conversion? C'est un vrai sujet. Ce jour-là, je vous garantis que celui qui trouve le truc, il n'a pas de souci à se faire. Il est milliardaire avant l'heure. Troisième exemple intéressant, c'est tout ce qui concerne, je dirais, la relation, où là, c'est pas comme un peu loin, mais on travaille un peu différemment, c'est la relation, finalement, entre la recherche fondamentale, la recherche appliquée, et puis la mise en œuvre pratique, concrète sur le terrain. On a une chance en France, c'est d'avoir des grands instituts, je le rappelais évidemment l'INRA, mais on peut citer le CNRS, on peut citer l'IRSTREA qui travaille sur les questions environnementales, évidemment les instituts techniques, l'ITCF avec à 2 pas d'ici à Bonneville notamment, les instituts par filière, les chambres d'agriculture, les coopératives. Enfin, il y a un maillage finalement depuis la recherche fondamentale jusqu'à la mise en œuvre et l'application au terrain qui est extrêmement bien dimensionné finalement en France. À nous d'en tirer le meilleur. Si j'évoque ça devant vous, c'est parce que on a besoin aujourd'hui, sans doute là aussi, d'être peut-être un peu plus offensif, en tout cas, de se donner les moyens, de faire en sorte que lorsque l'INRA avance, et il avance dans beaucoup de domaines, avec d'ailleurs beaucoup de réussite, que les travaux de cette recherche fondamentale soient finalement transmis et valorisés par la recherche appliquée. Or, je fais un constat qui est peut-être un peu brutal comme ça en le disant rapidement, mais parfois, il y a quelques cassures dans la chaîne de transmission, et il ne faut pas perdre de temps. Moi, je suis convaincu que notre outil de recherche peut certainement nous redonner probablement les 2, 3, 4 points de compétitivité qui nous manquent par rapport à certains de nos voisins. Pour le dire autrement, ne rêvons pas, même si on peut améliorer notamment la partie sociale, c'est-à-dire les coûts les charges qui pèsent sur les salaires aujourd'hui, il faut le faire en France, même si l'Allemagne va introduire un salaire minimum dans son agriculture agroalimentaire, il y a des facteurs sur lesquels on va rester quand même plutôt plus cher que nos voisins. Bon. Mais il y a des domaines où on peut certainement prendre de l'avance. Et en particulier sur celui-ci, je suis convaincu pour ma part que nous avons une capacité à refaire notre retard et justement à mettre toutes ces innovations au service de l'agriculture. Je précise d'ailleurs que sur le sujet qui nous intéresse ce soir, je ne vais pas vous faire d'annonce comme ça à la cantonade, mais nous travaillons avec Marie-Joseph et quelques autres, Marie-Joseph Lambert, sur ce qu'on va appeler une vallée numérique du végétal qui sera certainement sur Orléans au sens universitaire du terme, mais qui rayonnera sur la région, parce que nous avons toutes les compétences dans cette région, à la fois sur les sciences dures, l'agronomie notamment. On a un pôle capteur qui est très développé sur Orléans et dont nous avons besoin pour ce type de technologie. On a cité Foodways tout à l'heure. On a cité le pôle de compétitivité DREAM qui travaille justement sur l'eau et les milieux aquatiques. Là, on a beaucoup de savoir et de connaissances. Ce qu'on veut, c'est, on ambitionne en tout cas, c'est de mettre toutes ces compétences en réseau et justement d'avancer encore plus vite sur tout ce qui peut concourir aux outils d'aide à la décision pour les producteurs, et notamment dans le domaine végétal, pour améliorer à la fois l'efficience, mais surtout être beaucoup plus performant tout en étant beaucoup plus économe. Et je vais prendre un exemple qui n'est pas dans le domaine ni des phytosanitaires ni des fertilisants, qui est le domaine de l'eau. Il y a dans le sud-ouest de la France, dans 2-3 départements, des expérimentations qui se mènent en ce moment sur la consommation d'eau d'irrigation pour la culture du maïs. Et c'est un sujet très polémique, y compris chez nous d'ailleurs, au passage, avec la nappe de Beauce et avec le maïs, qui est une plante qui n'est pas vraiment, en tout cas qui est présentée souvent comme une plante dont on se passerait bien dans ce pays, ce qui serait à mon avis une erreur totale, hein, je le dis, c'est ceux qui véhiculent ça n'ont rien compris au film. Bon.
la parenthèse là-dessus. Alors l'expérimentation, c'est quoi? C'est de démontrer que désormais, avec de nouvelles technologies, où plutôt que de faire de l'aspersion aérienne, on enterre à 30 ou 40 cm des micro-drains qui vont permettre justement de faire de l'irrigation racinaire. Et avec ça, on diminue par 3 les besoins d'eau pour les mêmes performances économiques de la plante sur un même hectare. Eh bien, ces choses-là, évidemment, aujourd'hui, c'est coûteux, parce que ce sont des investissements lourds, c'est 8 à 10 000 euros d'hectare, mais il faut bien regarder tout ça, et à terme, il n'est pas impossible que ce soit des techniques qui évoluent énormément, et qui permettront là aussi de combiner à la fois une ressource en eau, donc on sait qu'elle est difficile les investissements sont difficiles dans un pays, mais en gardant le potentiel français. Je prends un quatrième exemple, qui est celui des semences, parce que j'y tiens beaucoup. J'ai dit tout à l'heure, la France était leader dans le domaine des semences. Ça reste vrai. Alors pour combien de temps? Point d'interrogation. Ça reste vrai, pourquoi? Parce que nous avons la chance dans notre pays, depuis, c'est séculaire finalement, on a toujours eu, et heureusement, d'ailleurs aussi bien en génétique animale qu'en génétique végétale, un savoir-faire, une expertise, et surtout, au fond, des maisons de semences qui étaient plutôt des maisons à taille humaine. Alors, il y en a quelques grands, heureusement, comme Limagrin et quelques autres, mais on a bien gardé quand même un tissu de semenciers à taille humaine qui ont fait vraiment des travaux extrêmement intéressants et très pointus, qui malheureusement, pour certaines d'entre elles, d'ailleurs, se sont fait acheter à prix d'or par des, je ne sais pas si je peux le citer ici, mais par des Monsanto, par des Dupont et autres, qui avaient la technologie de la transgénèse, mais qui n'avaient pas la valeur génétique à l'origine, et qui sont venus donc nous piquer en quelque sorte la valeur génétique pour y greffer des biotechnologies dessus. Passons là-dessus, on a encore gardé ce potentiel. Mais si demain, on veut garder notre avantage de compétitivité sur un pôle semence, c'est pas simplement par la recherche et l'innovation, là pour le coup, c'est aussi par la capacité qu'auront les agriculteurs multiplicateurs de semences de base à pouvoir faire leur travail dans de bonnes conditions, c'est-à-dire à maîtriser l'ensemble de la chaîne de production, et en particulier l'accès à l'eau. Je prends cet exemple-là parce que vous voyez que, à la fois, on a des contingences qui sont de nature réglementaire, de directives européennes, etc., mais on a aussi d'autres contingences sur lesquelles il faut aussi se pencher, parce que derrière, c'est de la valeur ajoutée, c'est de l'emploi, etc. Un dernier mot, pour allonger pour mon propos, pour dire que dans tout ça, il y a à la fois évidemment des perspectives qui sont extrêmement encourageantes et il faut vraiment les saisir. Deuxièmement, nous ne réussirons qu'à la condition que nous ayons ce travail en réseau. Et dans mon esprit, réseau, ça veut dire évidemment recherche fondamentale, recherche appliquée, mais ça veut dire aussi que l'ensemble finalement des partenaires, qu'ils soient d'ailleurs producteurs agricoles, qu'ils soient coopératifs, qu'ils soient transformateurs, je dirais même dans une certaine mesure qu'ils soient distributeurs. Évidemment, je n'oublie pas l'agrofourniture, et en particulier l'agroéquipement. Il faut que ce monde-là puisse de plus en plus partager à la fois les objectifs, et surtout se mettre en réseau pour avancer beaucoup plus vite et justement gagner cette bataille. Moi, je suis assez optimiste là-dessus. Je termine simplement en vous disant que, si je reviens à cette initiative que nous voulons prendre ici, là, sur le pôle orléanais, j'y mets évidemment la grande région, le grand bassin, puisque c'est l'ensemble du grand bassin qui sera concerné, avec sans doute d'ailleurs d'autres universités au passage. C'est bien parce que nous avons la conviction qu'à la fois, je ne vais pas faire du mauvais jeu de mots, mais le terreau est fertile pour nous engager dans ce dispositif, que par ailleurs, il y a un vrai savoir-faire, il y a une vraie technicité, notamment de la part des agriculteurs sur cette région, que le végétal aujourd'hui doit sans doute retrouver sa place, mais doit aussi retrouver sa place avec cette capacité, et c'est plus facile dans l'animal que dans le végétal, d'être à la fois dans une communication positive, mais une communication qui repose en particulier sur une transparence, et en tout cas sur la démonstration que l'on peut être à la fois performant, mais performant pas simplement économiquement, socialement, mais performant évidemment environnementalement et territorialement parlant. C'est à ces conditions, évidemment, que nous serons entendus et écoutés, et que nous pourrons mobiliser les moyens suffisants pour progresser dans ce domaine. En tout cas, merci de... Démonstration de ce que représentent les enjeux de l'agriculture, de l'agroalimentaire dans le territoire. Et qu'on a ça à la convergence de trois régions,
la Bourgogne, l'Île-de-France et la région centre, à la convergence de 4 départements, l'Essonne, la Seine-et-Marne, le Loiret, et puis même l'Yonne, des départements qui sont un peu des territoires ici qui sont un peu les Finistères de leur région, hein, qui ne sont pas forcément les priorités des priorités régionales, on le sait bien. On peut peut-être dire qu'on a là la possibilité de mettre en place un démonstrateur de ces enjeux-là. On a sur des sujets de cette nature qui sont, on le voit, à la fois des sujets de société, des sujets d'innovation, des sujets de développement économique, la possibilité effectivement de faire mieux partager au grand public et aux politiques derrière les enjeux de ce territoire, les enjeux liés à ce sujet. Et je trouvais que l'Open Agri-Food pouvait peut-être être le moment où une table ronde particulière, un atelier, puisqu'on a quelques ateliers à remplir pendant ces 2 jours, pour valoriser ce potentiel du Grand Gâtinais en la matière. En tout cas, je m'adresse au président de l'Open, on peut peut-être faire quelque chose avec Paris Sud sur ce sujet-là. Au niveau de la météo, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on considère qu'il faut 10 ans de recherche pour gagner une journée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la vraie prévision est à 10 jours, et il faudrait attendre 10 ans pour passer à 11 jours. Mais malgré ça, même dans ces sciences-là, il va y avoir des ruptures, et demain, il y aura peut-être des technologies qui vont permettre, alors pas d'avoir la pluie à 11 jours, mais d'avoir les grandes tendances climatiques entre 1 à 2 mois sur des régions de 100 km de rayon. On passe donc la main à Denis Oulès qui va nous faire le point justement sur le projet GIGG. Alors merci Georges, merci à tous les intervenants, je répéterai mes remerciements. Quelques nouvelles pour ceux qui nous suivent depuis quelque temps, et notamment dans l'année écoulée, sur le projet qu'on a appelé provisoirement le générateur de passion Grand Gâtinais, qui a l'ambition d'aller chercher des projets de start-up, tels que celle qui a été présentée au tout début, il y en a d'autres, partout où il y a de la recherche publique en France, c'est-à-dire labo universitaire, CNRS, mais aussi parfois dans la recherche privée. Ça s'appelle à ce moment-là un spin-off, lorsque quelques brevets ou actifs dans un grand groupe industriel n'ont pas vocation à servir de cœur de métier, ils peuvent parfaitement donner lieu à une start-up. Et j'y reviendrai en apportant des compétences complémentaires, business développement, business marché, avec l'INSEAD de Fontainebleau. Ce territoire dans le Grand Gâtinais qui existe a une pépite inexploitée. C'est les 2 fois 500, le millier de diplômés MBA qui sont tous internationaux. Il n'y a pas plus de 10% d'une nationalité dans chacune des promotions, qui ont 3 à 10 ans d'expérience internationale un peu partout dans le monde, et qui, c'est nouveau de plus en plus, 10%, mais ça en fait quand même 2 fois 50 par an, ont envie de créer leur propre boîte, et par conséquent cherchent des choses comme ceci, des brevets, des occasions de créer donc des jeunes entreprises innovantes. J'y reviendrai peut-être dans quelques instants. À condition de les accompagner avec des investisseurs, parce que, Monsieur le Président, vous le soulignez, on a une recherche brillante en France, mais le transfert vers le business n'est pas facile, on n'est pas très bon de ce côté-là. Chance, bien, Philippe Deloy, vous n'étiez pas, je ne sais pas si vous étiez arrivé, Philippe Deloy tout à l'heure l'a expliqué, il constitue un réseau de business angels. Ce sont des gens, comme je dis, qui ont du poil au bras, c'est-à-dire qui ont une expérience internationale d'industrialisation de produits nouveaux, pour lui acquise chez Corning, pour d'autres acquise chez Thomson Videoglass, n'est-ce pas, Pierre, ou bien acquise chez Seb, chez Coutib, chez Saint-Gobain. Et cette richesse des gens qui vivent de la région, je suis sûr qu'il en a à Pithiviers, est extrêmement importante. Avec vous, les présidents de communautés de communes, on considère que vous avez vocation, en tant que communauté de communes, à accueillir ces projets-là, ces projets industriels. Arthur Mofatani, que j'évoquerai dans quelques instants, par la communauté de communes de Moret-sur-Loing, a vu ses locaux construire pour la première maquette industrielle, les premiers prototypes. Et je suis sûr, enfin, monsieur Guest, qui nous suit depuis quelque temps, a bien compris ceci. Les sociétés d'accélération et de transfert de technologie dont on a parlé, j'avais présenté l'UTEC, commencent à faire leur boulot. Elles ont été dotées par le grand emprunt d'une centaine de millions d'euros chacune, et en région parisienne, il y en a 3, dont une qui est en train de se constituer à Saclay. Nous souhaitons persuader quelques grands groupes industriels qui existent sur la région
de pratiquer l'open innovation. L'open innovation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'innovation est plus vite faite par les startups que par des grands groupes ont tout intérêt à repérer ces startups qui existent par le monde et qui peuvent de près ou de loin toucher leur cœur de métier, à les accompagner plutôt, à être partenaires, afin que si ça se trouve, elles vivent leur propre vie, ou bien afin tout simplement de les absorber si 5 ans ou 10 ans après, cela peut compléter leur cœur de métier. On peut privilégier des projets industriels B2B, puisque la région s'y prête parfaitement. Nous vous invitons à notre prochaine Assemblée Générale le mardi 6 mai. Pourquoi si tard? Parce que vous voyez bien, nos contacts, c'est plutôt la recherche, les SAPT, c'est aussi les grands groupes industriels, mais c'est surtout aussi les communautés de communes, les agglomérations. Mais je dois savoir que dans le calendrier, c'est uniquement à la fin du mois d'avril qu'on saura si, mesdames et messieurs, vous êtes réunis. Un peu avant, Si un peu avant. J'ai appris qu'on avait fait un événement à Montargis où ce que l'on avait retenu, c'est que 80% de la recherche en génétique aujourd'hui est affectée à la santé et 20% à l'industrie. On a retenu que dans les années qui viennent, les proportions vont être inversées. Autrement dit, 80% de la recherche génétique du Génopole va servir tout ce qui est industrie, donc l'agriculture. Pourquoi ne pas faire un événement de ce type avec votre nouvelle, je ne sais pas s'il faut l'appeler Technopole d'Orléans, à Ivry, dans le Génopole. Et voilà peut-être quelque chose que l'on peut étudier pour le mois de juin. Adhérer à notre association, bien évidemment. Pour les personnes physiques, c'est 30 €. Pour les institutions, c'est 200 €. Et merci à vous, M. Belin. Merci à Marie-Joseph Lambert. Merci à M. Barthelot. Patrick Bigard, hélas, n'a pas pu venir. Merci à la ville de Malesherbes. Je vais vous donner le dernier mot de la fin à M. le maire. Tout d'abord, je voulais m'excuser du retard que j'ai eu, avec beaucoup de regrets, parce que j'ai vu que ça avait beaucoup d'intérêt, très intéressant, le deuxième partie que j'ai vu. Et je vous invite tous, je vous remercie d'être aussi nombreux ce soir à Malesherbes, au Grand Écrin, et je vous invite à prendre le verre de l'amitié. Vous êtes tous invités. Je vous remercie de votre présence. Merci, messieurs, dames.